Il est 11 heures. On va commencer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour ce quatrième webinaire de CNAM Entreprise. CNAM Entreprise étant la structure du CNAM qui propose des formations continues en journée. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le professeur Michel Minet. Alors, je Bonjour. l'appelle professeur Michel Minet parce qu'il est professeur au CNAM, professeur du CNAM, titulaire de la chaire Droit du travail et droit de la personne. Michel, vous êtes également avocat au barreau de Paris depuis 2022 et vous avez été inspecteur du travail. Donc, cela vous donne toute la légitimité pour nous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous, aussi bien droit public et droit privé, à savoir les congés payés. Alors, je vais vous laisser dérouler votre présentation. Avant, quelques petites remarques. Donc, merci à tous les participants de s'être inscrits et de venir écouter Monsieur Minet. Comme vous pouvez le voir, vos micros sont coupés et les caméras également. Donc, c'est volontaire. Si vous avez des questions, et je vous encourage fortement à les poser à Monsieur Minet, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, de telle sorte que nous puissions les poser à la fin de l'exposé. Vous aurez également, à la fin de cet exposé, une petite question pour savoir si vous avez tout bien suivi. Ce sera une question, une clap à la fin, vous verrez, il faudra scanner un QR code. Sans plus attendre, à vous la parole. Bonjour, merci pour votre accueil. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, d'une brûlante actualité, concernant les congés payés et concernant plus particulièrement la question de l'incidence des arrêts de travail maladie sur les droits à congés payés. Donc cette question concerne évidemment tous les salariés et toutes les entreprises. Alors, cette question se pose dans le cadre du droit européen, du droit de l'Union européenne. Et c'est l'occasion de découvrir à quel point ce droit de l'Union européenne améliore, transforme le droit national. Et c'est sans doute un sujet qu'il faudra avoir en tête lors des prochaines élections le 9 juin. Alors, que nous dit le droit de l'Union européenne ici? Eh bien, tout d'abord, regardons la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a la même valeur que les traités, donc qui se situe au niveau le plus élevé de la hiérarchie de ce droit européen. Dans cette charte, nous avons un article 31 qui nous parle de conditions de travail justes et équitables. La formule peut apparaître très générale, mais nous sommes dans le domaine des droits fondamentaux et nous allons le voir, il faut prendre au sérieux l'adjectif fondamental. En particulier, ici, on va nous dire que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui vont respecter sa santé. Et c'est dans le cadre de cette préservation de la santé que nous allons aborder la question du temps de travail et en particulier la question des congés payés. Donc ça, c'est une originalité du droit européen par rapport au droit national. En droit européen, la question du temps de travail, la question des congés payés est une question de santé au travail. À l'article 2, au paragraphe 2 de cet article, il est précisé que tout travailleur a droit à une limitation de la durée du travail, a droit à des périodes de repos quotidiens et hebdomadaires et a droit, et c'est ce qui va nous intéresser ce matin, a droit à une période annuelle de congés payés. Mais la formule reste très générale. Cette formule générale va être précisée par une directive européenne. Alors, la directive qui s'applique actuellement, c'est la directive du 4 novembre 2003, mais en fait, cette directive prend le relais d'une directive de 1993. Donc, vous voyez que nous avons des normes en matière de temps de travail qui sont relativement anciennes. Que nous dit cette directive pour concrétiser le droit fondamental? Cette directive nous dit que les États doivent prendre les mesures, prennent les mesures, c'est un indicatif qui vaut impératif, les États prennent les mesures pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé. Donc il y a une obligation pour les États de faire.
Ce droit au congé payé, c'est d'abord le droit de prendre des jours de congé payé, et ce n'est que dans l'hypothèse où le salarié quitte définitivement l'entreprise que le salarié bénéficiera uniquement de l'indemnité de congé payé sans bénéficier des jours de congé payé. Mais en priorité, ce sont des jours de congé dont il faut bénéficier. Alors, ici, vous avez une liste des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de Luxembourg, en matière de congés payés. Et donc, vous voyez que la jurisprudence européenne en matière de congés payés est particulièrement riche. Chacun de ces arrêts vient apporter une précision au regard de ce droit au congé payé. Et nous pouvons bien évidemment nous référer directement à cette jurisprudence, puisque cette jurisprudence a primauté sur le droit national. Alors, nous n'allons pas examiner tous ces arrêts, mais nous allons examiner un arrêt en particulier, et puis d'autres de manière plus rapide. L'arrêt qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un arrêt qui a été rendu le 20 janvier 2009, donc il y a quelques années, arrêt rendu en grande chambre, c'est-à-dire au niveau le plus élevé dans la hiérarchie de la Cour de justice de l'Union européenne. Et que nous dit cet arrêt? Eh bien, cet arrêt, en s'appuyant notamment sur le droit international, sur la Convention de l'Organisation internationale du travail, nous dit que la finalité du droit au congé payé, c'est de permettre, d'une part, aux travailleurs de se reposer, et d'autre part, de permettre aux travailleurs de disposer d'une période de détente et de loisirs. Donc, nous avons une finalité sur deux terrains complémentaires. L'accord insiste sur le fait que tout travailleur doit bénéficier d'un repos effectif dans un souci de protection de sa santé. Et la Cour attire l'attention sur le fait que quand nous lisons la directive européenne, quand nous lisons l'article 7 que nous avons vu précédemment, eh bien, aucune dérogation n'est prévue concernant ce droit. La Cour en déduit donc que tout travailleur a droit à un congé annuel payé, quel que soit son état de santé. La Cour en déduit que le droit au congé annuel payé n'est pas subordonné à une prestation de travail. Et donc, d'une manière très synthétique, on peut dire que le travailleur continue d'acquérir des droits à congé payé pendant son arrêt de travail pour maladie. Et par conséquent, le droit au congé payé ne s'éteint pas à l'issue de la période de référence si le salarié a été en arrêt de travail pour maladie pendant toute la période de référence, c'est-à-dire pendant toute la durée de l'année. Alors, il est intéressant de remonter à l'origine des congés payés, notamment dans le droit national, et de constater que finalement, le droit européen a la même analyse que la législation en 1936. Nous remontons au Front populaire. Que nous dit la loi en 1936? Eh bien, elle nous dit que le travailleur a droit, après un an de service continu dans l'établissement, à un congé annuel payé. Donc, c'est l'instauration du droit à congé payé. C'est la loi du 20 juin 1936. Cette loi est précisée par un décret du 1er août 1936 qui nous dit que par période de service continu, il faut entendre la totalité de la période pendant laquelle le salarié a été salarié de l'entreprise tant qu'il n'y a pas eu de résiliation du contrat de travail. Et donc, précision importante, ne saurait être considéré comme interrompant la durée des services continus, eh bien, justement, une période d'arrêt de travail pour maladie. Par conséquent, en 1936, le droit au congé payé était pleinement applicable, y compris au regard des périodes d'arrêt de travail pour maladie. Alors, cette règle de 1936 a été remise en cause. Nous avons eu la réaction du régime de Vichy qui, en 1940,
puis en 1942, a considéré que le travailleur ne pouvait acquérir des droits à congés payés qu'après avoir effectué un travail effectif. Et donc, nous avons cette notion de travail effectif qui apparaît. Nous ne parlons plus simplement de durée du temps de travail, nous parlons de temps de travail effectif. Et donc, avec cette législation, le salarié en arrêt de travail pour maladie ne continue plus d'acquérir des droits à congés payés. C'est cette législation qui est toujours dans le Code du travail aujourd'hui. Et donc, nous nous sommes retrouvés, on va le regarder en détail, nous nous sommes retrouvés dans une situation où le droit national n'est pas en conformité, n'est pas en harmonie avec le droit de l'Union européenne. Alors, quand les États ne se mettent pas en conformité, quand la loi n'intervient pas pour qu'il y ait mise en conformité du droit national avec le droit de l'Union européenne, l'acteur qui va intervenir, quand il est saisi, bien évidemment, c'est le juge. C'est le juge national. Dans un pays comme la France, c'est le Conseil de prud'homme dans un premier temps, et ensuite c'est la chambre sociale de la Cour d'appel. Que nous dit le juge européen? Le juge européen nous dit comment le juge national va devoir agir, va devoir œuvrer quand le droit national, le Code du travail, n'est pas en conformité avec le droit de l'Union européenne, c'est-à-dire avec la directive telle qu'elle est interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne. Première situation, le juge national doit interpréter le droit national, le Code du travail, la convention collective, et là nous avons une belle formule, le juge national doit interpréter le droit national à la lumière du droit européen. Le juge doit s'éclairer avec le droit européen pour trouver la solution pertinente. Cette solution, elle doit permettre d'atteindre le résultat fixé par le droit européen. Donc à chaque fois que c'est possible, le juge national doit utiliser toutes les méthodes d'interprétation qui sont à sa disposition pour atteindre le droit, les objectifs du droit européen. Ce n'est pas toujours possible. Pourquoi? Eh bien, parce que dans un certain nombre de cas, et c'est ce qui nous intéresse ici, il n'y a pas de possibilité d'interpréter le droit national parce qu'il n'offre pas justement un certain nombre de possibilités en la matière. C'est ce que l'on appelle l'interprétation contra legem, l'interprétation contre la lettre du droit. On ne peut pas demander à un juge de faire dire au droit national le contraire de ce qu'il dit. Alors, nous passons donc ici à la deuxième possibilité. Deuxième possibilité, nous allons examiner si le salarié, si l'entreprise, si le salarié travaille dans une entreprise qui est liée à l'État. Est-ce que le salarié travaille dans une entreprise qui assure un service public, qu'elle soit publique ou privée? Est-ce que le salarié est un salarié de droit privé? Est-ce que le salarié est un travailleur de droit public? Est-ce que le salarié est en réalité un fonctionnaire, un agent public? Dans tous ces cas, l'État a l'obligation d'appliquer le droit de l'Union européenne. L'État ayant l'obligation d'appliquer le droit de l'Union européenne a donc l'obligation en tant qu'employeur ou en tant que contrôleur d'un certain nombre d'organismes qui assurent un service public, l'État a l'obligation de faire appliquer ce droit de l'Union européenne. Si nous sommes donc dans la situation d'une entreprise qui assure un service public lié à l'État, eh bien ici, le juge doit assurer la primauté du droit européen. C'est la règle européenne qui doit s'appliquer, même si le droit national dit quelque chose de différent, voire quelque chose de contraire. Ensuite, eh bien, nous avons la troisième possibilité. Si le salarié ne travaille pas dans une entreprise qui est liée à l'État, si le juge ne peut pas interpréter le droit national, que peut faire le salarié? Le salarié va constater que le droit national n'est pas conforme au droit européen,
qu'il en subit un préjudice, et donc le salarié va demander réparation de ce préjudice. Mais il va demander réparation de ce préjudice, non pas à son employeur, il va demander réparation de ce préjudice à l'État, et donc il va saisir le juge administratif pour obtenir réparation. Voilà la clé qui nous a été donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt de 2012 qui concernait une caisse de sécurité sociale. Le juge européen nous dit comment on doit régler cette question de non-conformité du droit national avec le droit européen. Alors, c'est ce qui va se produire, c'est ce qui va être mis en œuvre, eh bien, tout d'abord dans les entreprises qui assurent un service public. Et donc, c'est ainsi que dans cette affaire de 2012, cette salariée d'une caisse de sécurité sociale s'est vue reconnaître le droit à des jours de congés payés pour les périodes pendant lesquelles elle avait été en arrêt de travail pour maladie. Ici, c'était à la suite d'un accident de trajet. En 2016, de nouveau, la Cour de cassation a fait application du droit européen contre la lettre du droit national dans une entreprise de transport à Reims. Et puis encore en 2017, la Cour de cassation, dans un arrêt RATP, dans un arrêt qui fait jurisprudence, eh bien, la Cour de cassation nous a dit que l'entreprise avait l'obligation d'appliquer la règle européenne, et donc les salariés qui avaient eu des arrêts de travail pour maladie devaient bénéficier des jours de congés payés. Et ici, la Cour de cassation a considéré que l'entreprise devait régulariser la situation des salariés de manière rétroactive. Depuis quand? Depuis le 4 novembre 2003. Pourquoi le 4 novembre 2003? Eh bien parce que c'est la date de la directive européenne. Vous notez que cet arrêt a été rendu en 2017. La Cour de cassation a été confrontée dans les entreprises qui n'assurent pas un service public à une difficulté. La Cour de cassation ne pouvait pas interpréter le Code du travail pour atteindre les objectifs du droit européen. Et donc, saisi par un salarié qui justement demandait à bénéficier de l'application du droit européen, alors que le Code du travail ne lui permettait pas de bénéficier de jours de congé à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, la Cour de cassation a été obligée de reconnaître que le texte national ne pouvait pas être interprété et qu'elle ne pouvait pas donner gain de cause aux salariés. La Cour de cassation n'était pas du tout satisfaite d'être dans cette situation, et dans ses rapports annuels, la Cour de cassation a, depuis 2013, demandé aux gouvernements successifs de modifier le Code du travail pour que justement le Code du travail soit mis en conformité avec le droit européen. Ce manque d'harmonie entre le droit national et le droit européen a été discuté devant le juge administratif. Les organisations syndicales ont saisi justement le juge administratif de ce retard de transposition du droit européen dans le droit national. Et dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 17 juillet 2023, à la demande d'organisations syndicales, eh bien, le juge administratif a condamné l'État à verser des dommages-intérêts aux organisations syndicales. La responsabilité de l'État a été reconnue, et donc il a été considéré que les organisations syndicales représentant les intérêts des salariés devaient être indemnisées du préjudice moral subi du fait de cette non-conformité du droit national avec le droit européen. Donc cet arrêt est extrêmement important, puisqu'ici, le juge administratif condamne l'État du fait de son défaut de transposition du droit de l'Union européenne dans le droit national. Donc, l'État a l'obligation de modifier
le droit national, c'est-à-dire le Code du travail. On ne peut pas laisser la situation en l'état. On ne pouvait pas laisser la situation en l'état depuis de très nombreuses années, mais a fortiori avec cette décision. La Cour de justice, ayant constaté que dans un certain nombre de pays, le droit européen n'était pas mis en œuvre et que donc des travailleurs étaient privés de leur droit à congé payé du fait d'arrêt de travail pour maladie, la Cour de justice a franchi une nouvelle étape dans deux arrêts rendus le 6 novembre 2018, là encore au niveau le plus élevé, deux arrêts rendus en grande chambre. Ces arrêts du 6 novembre 2018 sont extrêmement importants. Ces arrêts se fondent directement sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 31. Et donc la Cour de justice réinsiste sur le fait que le droit au congé payé est un droit fondamental. Et donc il faut prendre au sérieux l'adjectif fondamental. Cela signifie que le droit au congé payé a un caractère impératif et inconditionnel. C'est un droit fondamental du travailleur. Il ne doit pas en être privé, y compris quand il a eu un arrêt de travail pour maladie. Le juge nous dit que cette charte des droits fondamentaux, qui avait surtout été perçue comme étant un outil d'interprétation du droit de l'Union européenne devant les juridictions, cette charte des droits fondamentaux prévoit un droit qui peut être opposé directement à l'employeur. C'est la formule du droit opposable. Et en s'appuyant sur la directive et en s'appuyant sur la charte, eh bien, le juge européen nous dit que le juge national a l'obligation de protéger les droits qui sont garantis par le droit européen, y compris en laissant inappliquées les législations nationales qui ne sont pas conformes au droit européen. Donc le juge européen demande au juge national de ne pas appliquer la loi nationale quand elle est contraire au droit européen, mais d'appliquer le droit européen pour que les droits prévus par le droit européen soient effectifs pour les travailleurs concernés. Eh bien, c'est ce que fait la Cour de cassation dans ses 4 arrêts du 13 septembre 2023 et en particulier dans 2 de ces arrêts. La Cour de cassation Chambre sociale, le 13 septembre 2023, applique le droit européen et donc écarte le droit national qui n'est pas conforme. Et donc, la Cour de cassation nous dit, en application des arrêts de 2012 et de 2018, que le travailleur, tout travailleur, qu'il soit d'une entreprise publique ou d'une entreprise privée, et la nouveauté, elle est là pour les travailleurs des entreprises privées, tout travailleur a droit à un congé annuel payé, et cette période de congé annuel payé ne peut pas être subordonnée par l'État au fait d'avoir effectué une période de travail. Donc, on ne peut pas conditionner le droit au congé payé par du travail effectif. La Cour de cassation s'appuie sur la jurisprudence européenne, notamment l'arrêt de 2018, pour dire, eh bien oui, en cas d'impossibilité d'interpréter le droit national de manière à assurer sa conformité au droit européen, le juge national doit laisser inappliquer le droit national. Et donc, quand il y a un litige dans une entreprise publique ou quand il y a un litige dans une entreprise privée, dans tous les cas, c'est le droit européen qui a primauté, soit en s'appuyant sur la charte, soit en s'appuyant sur la directive. Nous avons donc une situation de non-conformité. Dans le cadre de cette situation, un autre acteur a été saisi. Donc, nous sommes là dans un contentieux particulièrement riche, où chacun joue sa partition. Mais nous ne sommes pas dans un orchestre qui joue une partition particulièrement harmonieuse, puisque les morceaux joués ne sont pas interprétés de la même manière. Donc il y a un certain nombre de difficultés. Que nous dit le Conseil constitutionnel récemment, le 8 février 2024 ?
Le Conseil constitutionnel était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, dans le cadre d'un litige où un salarié avait demandé à bénéficier de droits à congés payés, donc un litige qui était né bien évidemment avant les arrêts de la Cour de cassation de 2023. Et dans le cadre de ce litige, il demandait à ce que les dispositions du Code du travail soient examinées au regard des dispositions de la Constitution. Et là, il y a souvent eu des malentendus. La disposition du Code du travail ne permet pas l'acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie. Le Conseil constitutionnel nous dit cette disposition est conforme à la Constitution. Le Code du travail est conforme à la Constitution. Alors, il faut insister sur un point. Le Conseil constitutionnel n'est pas une cour constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel examine la conformité du Code du travail à la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'examine pas la conformité du Code du travail au droit de l'Union européenne ou au droit international. Donc le Conseil constitutionnel n'était pas saisi d'une question sur la conformité du Code du travail au droit de l'Union européenne. Donc il n'a pas répondu à la question qui ne lui était pas posée. Mais même si cette question lui avait été posée, il n'aurait pas pu y répondre. Donc, la décision du Conseil constitutionnel n'apporte pas énormément sur cette problématique. Mais vous avez vu que tout à l'heure, nous avons eu la décision de la Cour administrative d'appel de Versailles. Et la Cour administrative d'appel de Versailles, elle dit, et c'est tout à fait normal, le juge administratif dit à l'État, le droit national n'est pas conforme au droit européen. Alors, après les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, un certain nombre d'éléments doivent donc être pris en compte comme faisant maintenant partie du droit positif. Le salarié en arrêt de travail pour maladie continue d'acquérir des droits à congés payés. Il est nécessaire que cette règle soit bien comprise par toutes et par tous. Y a-t-il une limitation de l'acquisition des droits à congés payés? En l'état actuel du droit, il n'y a pas de limite dans la loi. Il n'y a pas de limite fixée par des conventions collectives nationales où ce serait l'exception dans une branche particulière. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Demain, il y en aura sans doute une. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes le 19 mars et le 18 mars, l'Assemblée nationale a donc délibéré et voté un texte en la matière. Donc, nous aurons une limite et cette limite sera, il faut encore que le processus législatif se poursuive, mais cette limite sera très certainement de 15 mois. Alors, cette période de 15 mois est assez étonnante. D'où vient cette période de 15 mois? Eh bien, en fait, quand la Cour de justice de l'Union européenne a fixé en 2009 cette nouvelle règle, le salarié continue d'acquérir des droits à congés payés pendant un arrêt de travail pour maladie, dans un certain nombre de pays, on a mis en œuvre la règle et on s'est dit qu'il serait peut-être pertinent de fixer une limite. Parce que si on ne fixe pas de limite, il y avait un risque. Le risque, c'était le fait que des entreprises auraient pu être enclines à licencier des salariés qui étaient en arrêt de travail pour maladie au regard des droits à congés payés acquis. Je ne suis pas certain, mais ça pouvait se produire. Et bien évidemment, ça pouvait entraîner un certain nombre de difficultés pour des entreprises. Et donc, dans un certain nombre de pays, en Allemagne par exemple, on a conclu des accords collectifs pour fixer une limite. Et la limite, nous dit la Cour de justice de l'Union européenne, la limite doit être substantiellement plus importante que la durée de la période de référence, c'est-à-dire substantiellement plus qu'une année. Eh bien, en Allemagne, des conventions collectives ont fixé comme limite 15 mois. Le juge européen a été saisi et le juge européen a considéré qu'une période de 15 mois, c'était une période satisfaisante. Pour autant, dans un certain nombre d'affaires, l'avocat général à la Cour de justice de l'Union européenne proposait 18 mois. En France, la Cour de cassation, chambre sociale, proposait 18 mois. Bon. Dans une affaire concernant des fonctionnaires,
le Conseil d'État s'est basé sur cette période de 15 mois. Et finalement, sans qu'il n'y ait véritablement de raison expliquée en la matière, le gouvernement a choisi la période de 15 mois. Mais il aurait très bien pu choisir une autre période. Il aurait pu choisir, par exemple, 18 mois. Donc cette limitation n'est pas encore applicable, mais elle le sera quand la loi aura été votée, et elle le sera évidemment pour l'avenir. Y a-t-il rétroactivité de la règle? Alors, au regard du droit européen, cette règle a été posée par le juge en 2009, et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est applicable depuis 2009 également. Donc, il serait tout à fait défendable qu'il y ait rétroactivité depuis 2009. Mais dans le texte qui a été proposé à l'Assemblée, le gouvernement, lui, prévoit une période beaucoup plus courte, puisque c'est une période de rétroactivité simplement sur 3 ans. Donc, si ce texte est voté, eh bien, très certainement, il y aura un certain contentieux devant les juridictions pour faire trancher entre ces différentes interprétations. Si le salarié quitte l'entreprise, eh bien, si le salarié quitte définitivement l'entreprise, c'est la fin de la relation de travail. S'il n'a pas pu bénéficier d'un certain nombre de jours de congé parce qu'il a été malade, ou parce qu'il part en retraite, ou parce que l'employeur indélicat ne lui a pas permis de prendre effectivement ses congés, eh bien, pour les congés dont il n'a pas pu bénéficier en tant que jour de congé, en tant que jour de repos, en tant que jour de détente, le salarié aura droit, lors de son départ de l'entreprise, le salarié aura droit à une indemnité financière compensatrice de congés payés et, le cas échéant, à des dommages-intérêts au regard du préjudice qu'il aura subi. Bon, on arrive au bout de cet exposé très clair. Merci beaucoup, Monsieur Minet. Avec plaisir, monsieur. Donc c'est un sujet d'actualité puisqu'il est actuellement voté. Enfin, il y a eu une première décision de l'Assemblée nationale. Là, ça doit passer au Sénat. Donc cette situation fait que on est en plein dans une évolution, j'ai envie de dire, de notre système législatif. Donc ça veut dire que les entreprises en fait vont être contraintes de régulariser un certain nombre de situations qui peuvent mettre en péril leur trésorerie peut-être, ou cette situation peut très vite déborder. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut arriver? Alors, c'est peut-être possible dans des situations tout à fait exceptionnelles, notamment dans peut-être des très petites entreprises où certains salariés ont eu des arrêts de travail de très longue durée. Mais a priori, les entreprises auraient dû se préoccuper de cette question. Soit elles auraient dû être informées, ou elles ont été informées par le biais de leur chambre syndicale, de leur chambre patronale, puisque cette règle européenne date de 2009. Elle a été réaffirmée à de très nombreuses reprises. Vous l'avez vu tout à l'heure. Depuis 2009, nous avons eu de très nombreux arrêts de la Cour de justice qui ont réaffirmé cette règle, et en particulier en 2018, d'une manière tout à fait emblématique. La Cour de justice a précisé que cette règle était applicable dans toutes les entreprises. Donc depuis 2018 en particulier, toutes les entreprises de France devraient connaître cette règle, comme toutes les entreprises de tous les pays de l'Union européenne, hein. N'oublions pas que quand la Cour de justice de l'Union européenne rend un arrêt, cet arrêt, eh bien, il est applicable dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, il y a effectivement là une évolution du droit applicable. Alors, vous le voyez, ça nous oblige à réfléchir un petit peu sur ces questions, mais à repenser que nous sommes dans l'Union européenne et que donc il faut toujours penser les réponses aux questions au regard du droit de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas réagir comme si nous étions en dehors de l'Union européenne, et je crois que personne de sérieux ne le souhaite. Donc, le droit de l'Union européenne s'applique, il faut le connaître, et donc il faut,
Ce n'est pas toujours très simple. Il faut articuler la loi, le Code du travail, avec le droit de l'Union européenne et il faut regarder quelle est la jurisprudence applicable. Alors, vous avez tout à fait raison de le dire. Le droit national doit évoluer, mais vous avez vu, il a commencé à évoluer en 2012. C'est-à-dire que dans les entreprises qui assurent un service public, le juge national applique déjà la règle européenne depuis 2012. Le véritable bouleversement, il est pour les entreprises depuis 2018. Alors, certains l'ont découvert en 2023. Alors, il y a beaucoup de questions. Merci, Monsieur Minet, de votre réponse. Il y a beaucoup de questions. Alors, entre-temps, peut-être un petit commentaire, puisqu'il y a eu pas mal de scans sur la question WooClap, et une majorité se dégage autour de la réponse numéro 3. Était-ce la bonne réponse? Parfait, bravo. Bravo à toutes et à tous. Quels sont les droits à congés payés d'un salarié en arrêt de travail pour maladie? Eh bien, le salarié continue d'acquérir des droits à congés payés pendant une durée qui, de toute manière, est supérieure à 1 an. Alors, la première réponse n'était évidemment pas bonne. Le contrat de travail est suspendu, donc le salarié n'a aucun droit. Ça, c'est ce qui avait été mis en place par le régime de Vichy au cours des années 40. Le salarié continue d'acquérir des droits à congés payés pendant une durée d'1 an au maximum. Ça, c'est la règle qui avait été appliquée pour les salariés qui étaient en arrêt de travail maladie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Et donc, vous voyez que le droit national avait déjà prévu que le salarié en arrêt maladie, dans certains cas, continuait d'acquérir des droits à congés payés, mais uniquement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle et pendant une période d'1 an au maximum. Donc le Code du travail disait 1 an au maximum, le droit européen disait une période substantiellement plus importante qu'1 an. Et donc c'est bien évidemment le droit européen qui prime. Donc la troisième réponse est la bonne, pendant une durée supérieure à 1 an. Aujourd'hui, sans limite, quand la loi aura été votée, ce sera très certainement dans une durée maximale de 15 mois, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Merci, Monsieur Minet. Alors, il y a plusieurs questions, en fait, des participants. La première, c'est quelle est la durée de congé acquis pendant un arrêt de maladie? Alors, pendant un arrêt de travail pour maladie, le salarié continue d'acquérir des droits à congés payés comme s'il travaillait, c'est-à-dire 2 jours et demi ouvrables par mois, pas par mois de travail effectif, mais par mois. Ça, c'est la situation actuelle. Dans le texte qui est proposé par le gouvernement, il y aurait une distinction. Le salarié en arrêt de travail pour maladie continuerait, vous voyez que j'emploie le conditionnel, continuerait d'acquérir 2 jours de congés payés par mois, 2 jours de congés payés par mois et non pas 2 jours et demi. Pourquoi? Eh bien parce que la position du gouvernement est de considérer que le salarié en arrêt de travail pour maladie ne devrait bénéficier que de 4 semaines de congés payés par an et non pas de 5 semaines de congés payés. Donc là, nous avons un débat. Et nous aurons un débat très certainement très nourri. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, le gouvernement a choisi 4 semaines en référence à une décision du Conseil d'État concernant des fonctionnaires. Mais si nous prévoyons que le salarié continue d'acquérir des droits à congés payés pour seulement 4 semaines en cas d'arrêt pour maladie, nous avons une distorsion et peut-être une discrimination. Parce que le salarié qui est en arrêt de travail pour maladie à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il continue d'acquérir 5 semaines de congés payés par an. Il continue d'acquérir 2 jours et demi ouvrables par mois. Or, cette différence de traitement au regard de l'origine de la maladie, professionnelle ou non professionnelle, elle a déjà été considérée par la Cour de cassation comme étant discriminatoire. La Cour de cassation a déjà jugé que quand les conventions collectives prévoient des indemnités conventionnelles de licenciement
plus importante pour les salariés qui sont licenciés à la suite d'un arrêt de travail, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, eh bien, ces dispositions doivent bénéficier aux salariés qui ont été en arrêt de travail pour maladie à la suite d'une maladie qui n'a pas été reconnue comme maladie professionnelle. Donc là, il y a une discrimination. Il y a une discrimination au regard du droit national. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on ne doit pas traiter différemment une personne au regard de son état de santé. C'est ce que nous dit le Code du travail. Et il y a également une discrimination au regard du droit européen. Alors, si vous regardez au regard du droit européen les critères de discrimination, vous ne verrez pas en tant que tel l'état de santé, mais vous verrez le handicap. Et la Cour de justice de l'Union européenne considère que quand le salarié a été en arrêt de travail ou quand le salarié a une pathologie qui rend difficile l'exercice de l'activité professionnelle, quand cette pathologie dure pendant un certain temps, elle peut être temporaire mais avoir une certaine durée, elle n'est pas forcément permanente, eh bien, le salarié malade doit bénéficier des droits reconnus aux travailleurs en situation de handicap. Donc, il y a une discrimination au regard du handicap également, entendu au sens du droit européen, état de santé. Et puis, n'oublions pas encore le fait que quand des salariés sont en arrêt de travail pour maladie pendant des périodes longues, c'est souvent en lien avec des pathologies particulièrement importantes de type cancer. Et il y a un certain nombre de cancers qui ont des origines professionnelles, même quand la maladie n'a pas été reconnue comme professionnelle. Et du fait d'un certain nombre d'évolutions de certaines méthodes de travail dans certaines entreprises, nous avons des salariés qui sont en épuisement professionnel, nous avons des salariés qui sont en dépression à la suite de certaines méthodes de management. Ce n'est pas forcément reconnu, loin de là, comme ayant un caractère professionnel. Ce sont des arrêts maladie qui ne sont pas reconnus comme ayant une cause professionnelle et pour autant, ce sont bien des arrêts maladie en lien avec l'activité professionnelle. Donc cette distinction 4 semaines, 5 semaines m'apparaît tout à fait discutable. Merci, Monsieur Minet. Alors, si vous pouviez passer à la diapo suivante, moi, je vous pose une autre question qui vient de Nadège qui souhaite savoir quid du cumul entre IJSS et congés payés. Eh bien, nous avons un cumul, puisque en fait, ce sont deux législations qui vont s'appliquer. Le salarié va être en arrêt de travail pour maladie. Au regard du droit de la sécurité sociale, il va bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale pour maintenir sa rémunération au regard du fait qu'il n'est pas en activité professionnelle à ce moment-là. Le contrat de travail est suspendu, mais par ailleurs, il a un autre droit. Ce salarié, il a droit à des congés payés. Et donc, l'indemnité de congés payés va venir, l'indemnité compensatrice congés payés va venir indemniser le salarié du fait qu'il n'a pas pu bénéficier effectivement, concrètement, de ses jours de repos et de ses jours de détente. Donc, il y a cumul parce qu'en fait, il y a deux droits différents qui s'appliquent. Droit de la sécurité sociale, maintien d'une rémunération, droit du Code du travail, droit au congé payé. Merci, Minet. Alors, il y a Élodie qui vous pose 3 questions. Je vais commencer par la première. Donc, déjà, elle vous salue. Bonjour. S'agissant des régularisations rétroactives qui seraient opérées, quel serait le taux de charge à appliquer en cas de monétisation, le cas échéant? En cas de monétisation, on va appliquer les règles qui s'appliquent en matière d'indemnité de congés payés. Ce sont les mêmes dispositions. Il n'y a pas de règles particulières en la matière. Hein. C'est le calcul de l'indemnité de congés payés avec les cotisations sociales pour l'indemnité de congés payés. Parfait. Et enfin, une dernière question, toujours d'Élodie, peut-être réponse pour qu'on tienne dans le timing. Les congés payés sont-ils les seuls concernés ou les congés conventionnels seraient éventuellement éligibles à cette régularisation? Pour la Cour de cassation, c'est dit de manière très explicite dans un des 4 arrêts du 13 septembre 2023. Bien évidemment, les congés conventionnels peuvent bénéficier de la même règle. Alors, je ne sais pas ce qui sera voté définitivement. Il ne me semble pas que cette question ait été envisagée dans l'amendement du gouvernement, mais dans l'arrêt de la Cour de cassation, c'est très clair. Le salarié a droit, en plus, au congé conventionnel, comme s'il avait travaillé.
D'accord. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Je suis désolé, hein, il y a beaucoup de questions qui sont posées vers la fin, et puis on avait dit qu'on s'arrêterait à 45, donc on est un peu overtime, mais on va prendre la question de Nadia, si vous voulez bien, Monsieur Minet. Donc, je pose la question telle qu'elle l'écrit. Cela veut dire qu'un salarié en maladie longue durée, on doit lui payer chaque année une indemnité compensatrice de congés payés car il n'a pas pu les prendre? En l'état actuel du droit, oui. Depuis, la date va être discutée, depuis 2009 ou depuis 2018 ou depuis simplement les 3 dernières années. Mais j'attire votre attention sur le fait que cette règle, elle a été posée en 2009 et que normalement, toutes les entreprises s'informent sur l'évolution du droit via leurs organisations syndicales, leurs organisations patronales, via leurs associations, via leurs comptables, via leurs avocats. Donc il y a toute une série d'acteurs qui ont dû informer l'employeur qui, lui, évidemment, ne peut pas, en tant qu'employeur, notamment dans les PME, se tenir informé de toutes les évolutions, mais les acteurs juridiques doivent informer l'employeur, oui. Cette règle est posée depuis 2009. Alors la discussion qui est en cours, c'est de savoir quel est l'effet rétroactif qui va être mis en œuvre. Mais nous avons déjà des décisions. Nous avons déjà 2 décisions de la Cour d'appel Chambre sociale de Paris qui ont fait application des arrêts de la Cour de cassation et donc des salariés qui avaient été licenciés ont donc bénéficié de rappels d'indemnités de congés payés. Merci beaucoup, Monsieur Minet. Alors, ça a beaucoup fait réagir, hein, donc il y a d'autres questions, mais malheureusement, qu'on ne pourra pas prendre pour respecter le timing, respecter le délai. Les participants ont été très nombreux. On a eu un pic à 70, 69, 70 personnes. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un sujet brûlant d'actualité, hein, Oui. et qui concerne tous les salariés. Votre propos a été très éclairant et je vous en remercie. Donc, ce propos a été enregistré, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez réécouter ces propos et je vous en remercie. Merci pour votre accueil, merci à CNAM Entreprises et puis à bientôt sur d'autres sujets de droit du travail. Merci beaucoup.